bonjour à tous, bonjour à toutes. En route sur les chemins de la philosophie avec une question: qui sont les mieux à même de gouverner? Est-ce que ce sont les experts, les observateurs, les plus aventureux ou les plus expérimentés, les plus réalistes, les plus idéalistes, les plus au fait, les plus détachés? Eh bien, pour Platon, la réponse est claire. Les mieux placés pour gouverner, ce sont ceux qu'on attendait le moins à cette place. Ceux dont on se moque, ceux qu'on fait marcher la tête en l'air vers les étoiles et qui trébuchent avant de tomber au fond du puits. Ce sont des intellectuels qui vivent entre terre et ciel. Ils ont le don providentiel de la pensée. Ils voyagent dans de vieux bouquins qui datent du temps de Charles Quint, ornés des couleurs d'Arlequin, chose insensée. Ils connaissent tout de l'univers, de son droit, de son envers, changeant en un grand palimpseste la voûte céleste. Ils collectionnent les papyrus qu'ils lisent parfois dans l'autobus, quand ils vont au marché aux puces acheter de l'embrun russe. Ce sont des intellectuels, il y en a partout en ribambelle, des vrais, des faux en parallèle, quel beau mélange. Mais dès que l'on monte dans leur barque, ce sont les faux que l'on remarque, déguisés parfois en énarques, pour donner le change. Et moi souvent je les confonds, mais que m'importe c'est profond, trop d'intellect ça me morfond. Alors des ailes me soulèvent dans une chanson qui rêve à ma petite façon et plane pour vous loin des leçons des intellectuels. Des intellectuels, des intellectuels. Mais oui, bonjour Dimitri Elmur. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes maître de conférences en histoire de la philosophie antique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'auteur notamment d'un ouvrage qui s'intitule Savoir et gouverner, essai sur la science politique platonicienne aux éditions Vrin. Est-ce que pour Platon, ceux qui détiennent le savoir, donc peut-être les intellectuels, comme le chante Charles Trenet, sont les mieux à même pour gouverner? Alors, Platon ne dirait pas intellectuel, évidemment, c'est un mot très moderne. Il dirait philosophe, mais oui, c'est la grande thèse de la République. Si on veut retenir, disons, une thèse fondamentale de la République et même de la pensée politique platonicienne en général, c'est celle-là. C'est celle qui est exprimée au livre 5 de la République, qui dit qu'il n'y aura pas de fin aux maux des cités, c'est-à-dire au malaise dans les constitutions politiques, tant que les philosophes ne seront pas rois, ou les rois philosophes, et j'ajoute qu'il s'agit des philosophes rois ou des philosophes reines, puisque c'est quand même une grande thèse de Platon que il n'exclut pas les femmes du tout de cette charge et de cette fonction. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, toute la question est de savoir ce que signifie être philosophe, parce que nous avons non pas un roi mais un président qui a une formation de philosophe. Je ne sais pas s'il aurait les honneurs et l'acclamation de Platon. Je sais pas en termes de formation, ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir étudié la philosophie pour être philosophe. Non, mais c'est précisément ça, c'est-à-dire que la République, du coup, arrimé à cette thèse extrêmement forte, et je dis extrêmement paradoxale, et quand je dis paradoxal, c'est le mot qu'emploie Platon. Il dit que c'est un logos paradoxon, donc c'est vraiment une idée qui va contre toute opinion. Cette thèse, elle est arrimée donc à la définition de ce que c'est qu'un philosophe, et donc à l'analyse de l'aspect un peu extraordinaire de cet être, de son éducation, de sa nature. C'est-à-dire des qualités qu'il a, qui lui permettent effectivement d'être éduqué d'une certaine manière, de supporter une certaine éducation, et ensuite de favoriser le bien commun, etc., etc. Enfin, et donc la République développe ça. Donc c'est pas du tout, la thèse n'est pas simplement comme ça, je veux dire, donnée de manière abrupte, elle est construite patiemment, en expliquant ce que c'est qu'un philosophe, ce que ce n'est pas qu'un philosophe, pourquoi un sophiste n'est justement pas un philosophe, etc., etc. Donc non, vous avez raison, la thèse essentielle, c'est les philosophes sont rois, mais qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? C'est un être, complexe, qui éclot rarement, pour lequel il faut des conditions extrêmement favorables, et une éducation très particulière. Et une longue durée, il faut 50 ans pour devenir philosophe.
faut faire beaucoup de mathématiques aussi. Oui. Alors on va entendre un texte de Platon qui nous explique pourquoi la philosophie est si importante pour la politique, c'est la question qui se pose. Dimitri Elmur, c'est un extrait de la lettre 7 de Platon. Qu'est-ce que c'est cette lettre 7 ? Alors la lettre 7 de Platon n'est sans doute pas de Platon. On va pas, c'est un débat très technique. Moi je pense pas qu'elle soit de Platon, mais s'il y a une lettre qui devrait être de Platon, ça serait celle-là, disons. C'est la meilleure, entre guillemets, la mieux écrite, la plus précise, etc. On débat encore pour savoir si elle est de Platon ou pas. Après tout, peu importe. Si elle n'est pas de Platon, elle est d'un platonicien qui connaissait très bien Platon. Voilà. Et c'est une lettre autobiographique où Platon raconte à ses amis siciliens, donc de Syracuse, son parcours et aussi ses déboires en politique. Et donc son projet. Voilà. Et dans cette lettre, dans l'extrait qu'on va entendre, il insiste sur la corruption des régimes politiques et l'importance de la philosophie donc pour gouverner. Écoutez. Moi qui observais les hommes qui faisaient de la politique, plus j'approfondissais mon examen des lois et des coutumes, et plus j'avançais en âge, plus il me paraissait difficile d'administrer correctement les affaires de la cité. Il n'était en effet pas possible de le faire sans amis, sans partisans fidèles, et il n'était pas commode d'en trouver à la portée de ma main. En outre, les lois écrites et les coutumes étaient corrompues, et cette corruption avait atteint une importance si étonnante que moi qui dans un premier temps avait été submergé par une grande envie de m'occuper des affaires publiques, je finis en considérant la situation et en voyant que les choses allaient absolument de travers, par être pris de vertige et par être incapable de cesser d'examiner quels moyens ferait un jour se produire une amélioration, aussi bien en ce domaine que, cela va de soi, pour le régime politique dans son ensemble. En revanche, j'attendais toujours le bon moment pour agir. À la fin, je compris que, en ce qui concerne toutes les cités qui existent à l'heure actuelle, absolument toutes ont un mauvais régime politique. Car ce qui en elles se rapporte aux lois se trouve dans un état pratiquement incurable, faute d'avoir été l'objet de soins extraordinaires aidés par la chance. Et je fus nécessairement amené à dire, en un éloge à la droite philosophie, que c'est grâce à elle qu'on peut reconnaître tout ce qui est juste, aussi bien dans les affaires de la cité que dans celles des particuliers. Que donc le genre humain ne mettra pas fin à ces maux avant que la race de ceux qui, dans la rectitude et la vérité, s'adonnent à la philosophie, n'ait accédé à l'autorité politique. Ou que ceux qui sont au pouvoir dans les cités ne s'adonnent véritablement à la philosophie en vertu de quelque dispensation divine. Et voilà comment on apprend, Dimitri Elmur, que pour Platon, en tout cas pour l'auteur de cette lettre, on va dire que c'est Platon, c'est finalement le constat d'une espèce de dégradation, de corruption des régimes politiques qui le conduit assez naturellement à la conclusion que c'est la droite philosophie, dit-il, qui seule peut sauver la cité. Mais il ne nous dit pas pourquoi. Qu'est-ce qui, dans cette philosophie, la rend particulièrement apte et même assez singulière dans sa possibilité de sauver la politique de tous ces maux. C'est vrai, il le dit pas. Alors, ce que je trouve fascinant dans ce texte, qui, même s'il est sans doute peut-être pas de Platon, il est quand même magnifique, c'est qu'il fait quand même entendre une voix. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le trajet entre le début du passage qui a été lu et la fin. Ouais. Ce que ce trajet raconte, c'est l'histoire d'un jeune homme athénien, de très bonne famille, dans des milieux puissants, etc., qui, comme tous les jeunes de son époque, avec ce statut-là, est tenté par la politique. Tenté d'améliorer les choses, tenté de changer le monde, etc., etc. Et ça raconte en fait le parcours de désillusion, si vous voulez, d'un tel homme qui avait toutes les capacités, tous les moyens pour faire ça, et qui finit par adopter une position qu'on pourrait appeler quiétiste, c'est-à-dire de se retirer
de la vie politique. Et pourquoi ? Parce qu'il se rend compte que, certes, la corruption est énorme et qu'il faudrait beaucoup de choses pour changer, et que finalement, c'est pas aussi facile que ça de changer l'ordre des cités. Donc il y a tout ce parcours-là, et c'est ce parcours-là aussi qui est l'arrière-fond de la République, qui elle est de Platon, pour le coup, il n'y a pas de doute. Puisque Glaucon et Adimante, c'est les deux demi-frères de Platon qui sont les interlocuteurs de Socrate dans la République, ont une position comme ça. C'est-à-dire se réfugier en disant comment dire, les cités sont pourries, ça sert à rien, retirons-nous. Voilà, retirons-nous et restons dans une position comme ça, un peu d'aristocrate, sans se salir les mains. Et tout l'argument de Socrate va consister à leur dire qu'il y a une autre manière de faire de la politique. Et cette manière de faire de la politique, c'est celle qui est, comme le dit la lettre 7, guidée par la droite philosophie. Voilà. Alors, Platon, dans la lettre 7, nous en dit un peu plus sur ce que c'est que la droite philosophie, et il le dit aussi, évidemment, dans la République. C'est très difficile à résumer, mais disons que, pour dire les choses de manière un peu plate et en même temps, je pense, claire, l'idée centrale de Platon, c'est que la philosophie est une histoire de savoir. Donc, j'en reviens au titre, le métier de politique. Oui. Pour gouverner, il ne s'agit pas d'être élu parce qu'on est le plus beau, ou on est le plus convaincant, ou on a serré le plus de mains, etc. Il s'agit d'être en poste, en charge, parce qu'on est le plus compétent. Et ça, c'est une thèse qui est extrêmement forte, mais aussi extrêmement problématique, puisque pour Platon, c'est cette légitimité-là, qui est la seule authentique, c'est-à-dire celle du savoir. Et d'ailleurs, oui, mais justement, le paradoxe, vous venez de le nommer, c'est celui qui est entre la compétence pour gouverner et le savoir philosophique. L'un n'implique pas l'autre. Non, l'un n'implique pas l'autre, et pourtant, toute la thèse de la République va consister à montrer que si. Alors, et puis ça sera votre travail, Dimitri Elmur, pendant la demi-heure qui arrive, parce que ça paraît complètement paradoxal. Ouais. Comment les connaissances philosophiques, le savoir philosophique, peut nous aider à gouverner, c'est-à-dire à mettre en œuvre des compétences qui, elles, sont celles du sens de l'occasion, de la faculté de décider au bon moment et de pouvoir gouverner toute une société qui ne relève pas pour le coup, de la compétence intellectuelle. Mais la République répond pas à toutes ces questions. Je pense que la République, c'est la thèse que j'ai soutenue dans le livre que vous avez mentionné, c'est que la République ne répond pas à toutes ces questions, mais elle trace le cadre dans lequel ces questions sont posées. Et je pense qu'un dialogue qui répond à ces questions, c'est le dialogue sans doute écrit après la République, qui est le politique. Le politique. Qui lui est consacré vraiment, qui est moins lu, qui est un peu plus abstrait, etc. Et qui s'appelle donc politikos, c'est-à-dire le politique, c'est-à-dire l'homme politique. Voilà. Et là, on est quand même beaucoup plus dans la réponse aux questions que vous avez mentionnées. Donc la République ne donne pas toutes les réponses, mais Platon n'a pas besoin de donner toutes les réponses à chaque fois. Non, sinon il ne serait pas philosophe, justement. Mais alors, avant d'en venir aux politiques, juste sur la République, donc on y trouve, vous l'avez dit, la thèse du philosophe roi, donc celui le mieux à même de gouverner les hommes serait de formation philosophique, c'est-à-dire qu'il aurait passé 50 ans à étudier, notamment les mathématiques, en dehors de la cité. Il est sorti de la fameuse caverne où nous vivons tous, c'est-à-dire le règne de l'illusion, nous n'avons pas accès à la vérité. Et ce qui est très important, pour le dire là vraiment en version très rapide, c'est que pour Platon, une fois que philosophe une fois que l'homme a pu, après des années d'éducation, devenir philosophe, eh bien, il doit redescendre dans la caverne, aller retrouver nous autres pauvres citoyens qui pensons vivre dans le vrai, mais qui vivons dans le faux, c'est-à-dire dans l'illusion. Et il a une mission qui est celle de nous venir en aide. Et c'est vrai, et vous savez ce qui est fascinant, enfin moi ce que je trouve fascinant, c'est que, pour avoir enseigné ces textes plusieurs fois évidemment, c'est qu'on ne sait toujours pas pourquoi il revient dans la caverne. Je veux dire par là qu'il y a un problème dans le fait que le philosophe revienne dans la caverne. Le problème, on peut le formuler comme ça. Si la thèse de la République, c'est de démontrer que la justice et le bonheur vont toujours de pair, et que donc l'homme le plus juste est toujours le plus heureux, c'est ça la thèse, la grande thèse morale de la République, alors dans ce cas-là, le philosophe roi, en redescendant dans la caverne, contredit ce principe, puisque forcément, il va faire quelque chose qui est contre son propre bonheur. Puisque son propre bonheur, c'est de faire de la philosophie, c'est pas de gouverner. Puisque c'est ça le paradoxe, si vous voulez, qui va avec la thèse que j'ai énoncée tout à l'heure. La philosophie est la seule compétence qui permet véritablement de gouverner. Platon dit ça d'une part, mais il dit d'autre part, et ça faut jamais l'oublier, que le philosophe est celui qui peut s'adonner à la politique parce qu'il sait qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que la politique. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Il faut tenir les deux idées à la fois. C'est ça. Pour Platon, peut-être dans la République, le philosophe serait celui qui serait tellement détaché des affaires publiques, il serait tout à fait compétent pour gouverner. Exactement. Parce qu'il n'aurait aucun intérêt à le faire. Parce qu'il sait que la politique n'est finalement que quelque chose de subordonné, d'accessoire par rapport aux vraies questions. Et donc il serait moins passionné, moins égoïste, moins investi aussi paradoxalement. Mais alors du coup, comment on justifie son retour ?
Comment on justifie le fait qu'il redescende dans la caverne? Alors, est-ce que c'est le paiement d'une dette? Est-ce que c'est une amitié pour les citoyens? Donc, quelque chose que l'ordre de l'affectif et pas l'ordre du rationnel? Il y a plein de réponses qui ont été données. C'est extrêmement compliqué. Dans le texte, je dis une dernière réponse. Platon insiste sur la contrainte. On forcera. Le mot est répété au moins 8 ou 9 fois dans l'espace d'une page, ou de quelques pages, pardon. Et on contraindra le philosophe à redescendre dans la caverne. Mais qui contraindra le philosophe à redescendre dans la caverne? C'est extrêmement compliqué. Et surtout, comment serait-il accueilli? Je lis juste quelques lignes de ce moment dans la République. S'il lui fallait de nouveau, donc le philosophe, concourir avec ceux qui se trouvent toujours prisonniers là-bas, dans la caverne, en formulant des jugements pour discriminer les ombres de là-bas, dans cet instant où il se trouve alors aveuglé, avant que ses yeux ne se soient remis et le temps requis pour qu'il s'habitue étant loin d'être négligeable, ne serait-il pas l'objet de moqueries? Et ne dirait-on pas de lui, comme il a gravi le chemin qui mène là-haut, il revient les yeux ruinés? Et encore, cela ne vaut même pas la peine d'essayer d'aller là-haut. Et quant à celui qui entreprendrait de les détacher, de les conduire en haut, s'il avait le pouvoir de s'en emparer, et s'ils avaient le pouvoir de s'emparer de lui de quelque façon et de le tuer, ne le tuerait-il pas? Si, absolument, répond l'interlocuteur. C'est-à-dire que Platon aussi envisage le point de vue inverse, pas celui du philosophe, mais celui des autres qui ne veulent pas du tout être gouvernés par un philosophe. Bien sûr, il était bien forcé de l'envisager, puisque si vous voulez, ce récit que vous venez de dire, la caverne, c'est une des explications, il y en a plusieurs dans les dialogues, que Platon donne de la mort de Socrate. C'est ça que ça raconte. C'est que nous ne sommes pas prêts à être gouvernés par un philosophe. C'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que, effectivement, Platon est assez, tout en soutenant cette thèse extraordinaire, il est assez conscient du fait que, bien sûr, ça provoquera des résistances énormes. Et le philosophe, quand il va redescendre dans la caverne, c'est ça qui est intéressant dans cette métaphore de la lumière et de l'ombre, il va être forcément aveuglé. Il aura l'habitude de la pleine lumière. Il va se retrouver dans la chambre noire. Mais il sera beaucoup moins bon que les prisonniers pour détecter les ombres, etc. Et du coup, les prisonniers vont se dire, mais il est incompétent, il est nul, il ne sert à rien. Et c'est lui qui prétend nous gouverner et nous libérer. Mettons-le à mort. Voilà. C'est ce qui s'est passé avec Socrate. La tâche est ardue. Donc là, on entendait l'importance de l'image de la vue, des yeux, du soleil et des ombres. On va prendre une autre image cette fois-ci en écoutant un extrait du Politique, donc dont vous nous avez parlé, Dimitri Elmur. C'est une image assez intéressante qui est l'image du tissage. On ne s'attendrait pas à ce que la politique soit comparée à du tissage. Écoutez ce texte extrêmement parlant, interprété par Georges Claes. L'ouvrage que doit réaliser le tissage royal, c'est de ne jamais laisser une séparation s'établir entre les caractères modérés et les caractères fougueux, mais les tisser ensemble avec une navette correspondant à la communauté des opinions, des honneurs, des gloires, par l'échange mutuel de gages, pour fabriquer à partir d'eux un tissu lisse et, comme on dit, bien serré, et enfin leur confiance toujours en commun, les magistratures dans les cités. Là où il faut un seul chef, il faut choisir pour diriger l'homme qui possède ce double caractère. Là où il faut plusieurs chefs, il faut qu'une partie des deux caractères entre dans le mélange. Les dirigeants qui ont un caractère modéré sont des gens très circonspects, justes et conservateurs, mais à qui il manque le mordant et cet allant vif qui mène à l'action. Quant aux dirigeants qui, pour leur part, ont un caractère fougueux, ils manquent davantage que les autres de justice et de circonspection. Mais lorsqu'il faut agir, ils ont plus d'allant que personne. Aussi est-il impossible que tout aille comme il faut dans les cités, dans la vie privée comme dans la vie publique, si ces deux caractères n'y sont pas réunis. En vérité, disons-le, le tissu qu'ourdit l'action politique est achevé lorsque les mœurs des hommes fougueux et des hommes modérés sont prises ensemble dans l'entrecroisement à angle droit de leurs fils. Cela a lieu lorsque la technique royale, ayant rassemblé leur vie en une communauté au moyen de la concorde et de l'amitié, et y ayant enveloppé tous les habitants des cités, esclaves et hommes libres, les tient ensemble dans cette trame, et qu'elle commande et dirige en assurant à la cité tout le bonheur dont elle est capable. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, comparer la politique à un tissage, mais un tissage royal, c'est osé, mais c'est Platon qui le fait dans ce texte du Politique, dont nous parlons aujourd'hui en compagnie du philosophe Dimitri Elmur, auteur de Savoir et gouverner, essai sur la science politique platonicienne, paru chez Vrin. Dans ce texte, alors disons nous sommes à la fin du dialogue, et c'est l'étranger qui prend la parole, Dimitri Elmur. Alors peut-être comme on est à la fin, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre ce passage? Oui, c'est vraiment la conclusion, hein, c'est les dernières lignes.
La première chose qu'il faut avoir, alors si vous voulez, je vais dire d'abord un mot des certains termes un peu techniques qui sont dans le texte, et puis ensuite plus généralement du tissage. D'abord, c'est un peu surprenant si on ne connaît pas bien ce dialogue, mais le texte n'arrête pas de parler des modérés, des courageux, des fougueux, etc. Pourquoi ? Parce que Platon dans le politique, mais il le fait aussi un peu dans la République, mais à un autre niveau que je laisse de côté, a compris une chose extrêmement importante, c'est que une cité, grosso modo, est en général composée si vous voulez, de faucons et de colombes, disons les choses un peu comme ça. C'est-à-dire de tendances qui portent vers le bellicisme, l'action, etc., et de tendances qui portent vers l'irénisme, la paix, le calme, etc. Et que ces deux tendances antagonistes-là font partie de la dynamique même de toute société. Donc, l'homme politique, le vrai, selon Platon, doit prendre en compte cette tension et la résoudre, mais sans qu'il puisse la faire disparaître. Parce qu'on ne fait pas disparaître ces tendances. Hein. Et là, il y a comme une sorte de vérité politique que je trouve assez forte. Voilà, la politique, c'est une histoire de tension, de conflit. Ce conflit, on peut essayer de le résorber. Il n'est jamais totalement résolu, mais c'est le rôle du politique de faire tenir ensemble ces contradictions. Bon. Quel est le modèle, et j'en viens au deuxième point, que Platon propose pour penser cette action unificatrice de la politique? C'est le tissage. Alors, c'est un modèle extrêmement troublant. D'abord extrêmement fort, métaphoriquement. Quand on parle de tissu social, etc., ça vient de là. Si vous voulez, ça vient de Platon est le premier à avoir vraiment développé ça. Deuxièmement, c'est un modèle extrêmement puissant aussi parce qu'il s'arrime à une tradition. Et notamment, il est très clair que Platon a en tête Aristophane avant lui. Aristophane dans la Lysistrata, c'est cette grande pièce qui développe ce qu'on appelle la gunaïcocratia, c'est-à-dire le pouvoir donné aux femmes, développe le modèle du filage. C'est-à-dire l'unité des Grecs se pense comme une bobine de fil. Et Platon, comme par hasard, développe encore ce modèle en le complexifiant et en le pensant sur le modèle du tissage. Bon, il y a aussi des raisons sans doute cultuelles et symboliques. Et Homère aussi parle. Voilà, exactement. C'est pas le premier à prendre cette image. Tout à fait. Mais c'est celui qui la développe de manière politique, de la façon la plus ample. Bon, je dis une chose quand même qui connecte un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand même extrêmement intéressant de se dire que le tissage est un art féminin domestique. Alors que la politique, pour les Grecs, est un art masculin, public. Et comme par hasard, Platon prend un art féminin domestique pour illustrer l'art par excellence qui est celui des hommes et qui est celui de la cité, donc il n'est pas privé. Voilà, il y a quelque chose aussi Mais c'est une image, c'est-à-dire que le recours aux mythes et aux images chez Platon est toujours très intéressant. C'est pas du côté de la raison. Peut-être que l'image est plus facilement associée au domaine privé et féminin que... C'est vrai, mais quand ça vient du philosophe qui a quand même soutenu que les philosophes rois pouvaient aussi être des philosophes reines, voilà, je pense que c'est pas totalement voilà, par hasard, même si c'est sans doute pas le message central, hein, je suis absolument d'accord. Voilà. Donc ce tissage, si vous voulez, dernière chose, effectivement a cette espèce de puissance métaphorique. Et j'ajoute une chose qui revient à notre idée du métier de politique, le tisserand est en dehors du tissu. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est que dans la métaphore elle-même et dans le modèle lui-même, le tisserand produit, si vous voulez, la fusion des contraires qui explique l'unité civique, mais lui, il est en dehors du tissu. Mais c'est un artisan. Alors que si on dit que c'est le philosophe qui doit gouverner, c'est un intellectuel, pas un artisan. Oui, mais c'est quelqu'un qui a une techné. Et ça, un savoir-faire. Voilà, un savoir-faire, une compétence. Traduisons ça par compétence, ça me semble être le plus général. Et je pense que bien sûr Platon est au courant qu'il y a des différences entre faire des mathématiques et faire du tissage, mais du point de vue technique, c'est-à-dire d'un point de vue purement épistémologique de la compétence, c'est dans les deux cas des compétences qui ne portent pas sur les mêmes objets. Ça c'est vrai, mais ce sont des compétences, c'est-à-dire c'est un savoir transmissible, etc. Donc qui prennent ce modèle-là, je veux dire, ne contredit pas son épistémologie par ailleurs. Et ça ne veut pas forcément dire que l'homme politique dans la République doit faire des mathématiques et puis doit se mettre au tissage. Non, c'est un tissage métaphorique. Hein. C'est un tissage, si vous voulez, dont le modèle est surtout la dialectique. C'est-à-dire le fait de rassembler des contraires, d'unifier, voilà, c'est surtout ça. Et ça, on peut le faire sur le modèle du tissage, mais ça n'exclut pas les études mathématiques qui nous font comprendre ce que c'est que l'unité, l'éternité, etc. Donc, est-ce que ça veut dire que pour Platon, à partir de ce texte et de tout ce que vous nous avez dit, Dimitri Elmur, la politique est un métier ou non? C'est très compliqué. Oui, sinon on ferait pas toute une semaine sur cette question. Mais c'est une question extrêmement compliquée, même du point de vue de Platon, puisque le terme métier est voilà, il y a pas de terme grec. Est-ce que c'est une profession? Est-ce que c'est un savoir? Alors que ce soit un savoir pour Platon, ça fait aucun doute.
ça fait aucun doute, et toute son entreprise, ressortissant la philosophie politique, c'est d'essayer de montrer que la politique est une compétence. Ça, c'est sûr. Un métier, maintenant. Qu'est-ce qu'on entend par métier? Est-ce que c'est, comme on le dit aujourd'hui, une profession de quelqu'un qui se spécialise? Ça, Platon serait complètement opposé à cette idée. D'ailleurs, il l'explique dans la République. On gouverne, et puis quand le temps est venu, on s'en va. Hein, on s'en va, et après, si on a bien gouverné, on est récompensé, et on va voilà, on nous laisse faire de la philosophie autant qu'on veut, et ensuite on va dans les îles les bienheureux une fois qu'on est mort. Mais je veux dire que voilà, un métier au sens où, comment dire, au sens que les hommes politiques donnent à ce terme actuellement, je pense pas que ça sera celui que Platon donne à ce terme. Encore une chose sur ce dialogue du politique, on y trouve quand même l'idée que, une forme d'identification de la politique et de la philosophie, c'est quand même très fort. Alors, dans le politique, vous voulez dire, ou dans la République? Dans la République, mais dans le politique, c'était en filigrane. C'est-à-dire qu'on a quand même, et là, on n'est peut-être pas assez revenu là-dessus, sur cette identité des deux, identification en tout cas. Alors, je pense pas qu'il y ait identité, il y a conditionnalité, si je peux dire. Je veux dire par là que la grande thèse, c'est de dire, si vous n'êtes pas philosophe, ou si vous ne devenez pas philosophe, hein, vous ne pouvez pas gouverner correctement. Ça ne veut pas dire que les deux compétences s'identifient au sens strict du terme. Mais le problème, c'est que la République ne nous dit rien des compétences. Qu'il faut pour gouverner. On nous dit le philosophe va redescendre dans la caverne, il aura une certaine expérience, il va effectivement faire un peu la guerre, il va être dans l'armée, il aura été gardien. Vous savez, les gardiens, c'est cette grande invention de la République, c'est-à-dire ces citoyens éduqués au maniement des armes, qui protègent la cité des maux intérieurs et extérieurs. Il sera l'un d'eux. Ça sera un gardien parmi les autres, donc il aura toute une expérience. Mais au-delà de ça, Platon ne nous dit rien de l'art de gouverner. Il ne nous dit rien dans la République de comment concrètement il va ordonner la cité. Ça, je pense que c'est le politique qui le dit, et notamment le texte qui a été lu, quand par exemple l'étranger explique que l'homme politique répartira les charges. C'est-à-dire qu'il répartira les charges en prenant grand soin que les naturels modérés et les naturels fougueux soient, entre guillemets, représentés. Le concept de représentation, évidemment, tout à fait anachronique, mais que dans la cité se reconnaisse elle-même et reconnaisse sa pluralité dans ceux qui vont exercer des charges. Donc là, on a des choses un peu concrètes. Autre chose que nous dit le politique, que ne dit pas la République, l'homme politique a le sens du temps. Il a le sens du kairos. Donc c'est lui qui saura quand il faut déclencher une guerre, c'est lui qui saura quand est-ce qu'il faut qu'un orateur s'adresse à la cité pour la persuader de telle ou telle chose, etc. C'est lui qui maîtrisera, si vous voulez, le temps. Ça, la République ne nous en dit quasiment rien, mais c'est le politique qui, justement, nous explique ça. Mais est-ce que le politique reste le philosophe dans le dialogue du politique? C'est une grande question. C'est une grande question. Moi, je pense que dans le politique, Platon considère une nouvelle option, mais c'est tout à fait débattu. Hein, donc, je vous donne mon idée. C'est vous que j'interroge. Il me semble que dans le politique, Platon considère une nouvelle option qui est la possibilité que un philosophe gouverne sans être roi, et qu'un roi gouverne concrètement en étant conseillé par le philosophe. Il me semble que ce dispositif parénétique... Le philosophe deviendrait conseiller du roi. Oui, je pense que c'est si vous voulez, cette grande tradition du conseiller du prince, avec beaucoup évidemment de guillemets et de nuances, elle naît dans ce texte, à mon avis. Encore un point, parce que c'est vraiment un texte très riche, là, pour le coup, cette image du tissage royal, c'est que, le but du tissage, c'est d'assembler donc ensemble, par définition, les caractères fougueux, les caractères modérés, nous dit Platon, enfin l'étranger, on va dire Platon. Ce modèle-là, c'est aussi le modèle de l'âme humaine. Il y a d'autres textes platoniciens qui montrent comment il faut toujours essayer d'atteindre une espèce d'assemblage, et même au sens fort du terme, je pense à l'image de l'attelage des chevaux fougueux, qui représentent l'âme humaine, un fougueux et un autre plus calme, et il faut trouver le bon équilibre pour être dirigé de la meilleure façon possible. C'est cette image qui était avant, qui illustrait quelque chose de moral, l'âme humaine elle-même, il l'applique à la politique avec le tissage. Tout à fait, il l'applique à la politique. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que ce mélange qui est censé faire la politique au niveau politique, c'est déjà le mélange que doit opérer l'éducation dans la République, puisque les gardiens, les fameux gardiens dont je parlais, ils sont précisément à la fois, chaque gardien est à la fois, courageux, prêt pour la guerre, etc., et à la fois doué pour le savoir. Et donc ce mélange que l'éducation doit produire dans l'âme du gardien, vous le retrouvez à un second niveau, au niveau politique, entre les grandes tendances qui traversent les individus.
Voilà. Donc bien sûr, si vous voulez, la politique pour Platon est toujours une histoire d'éducation, au fond. Hein, au fond, et donc mélanger des contraires, ça c'est ça que fait une éducation, mais le politique, quand il conçoit l'unité de la cité, doit de la même manière faire en sorte que les contraires se complètent. Donc, sinon c'est la guerre civile. Platon serait beaucoup plus un penseur du mélange que ce qu'on croit. Là, on en fait C'est l'idéaliste. c'est un vrai penseur du mélange. Là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de. C'est un vrai penseur du lien, du mélange, de la résolution de la contrariété, effectivement. Et il a des pensées extrêmement subtiles. D'un point de vue tout à fait différent, il n'y a qu'à lire le Timée, son grand dialogue cosmologique sur l'origine du monde, pour se rendre compte de l'étonnante pluralité des mélanges qui sont impliqués dans la création du monde. Alors, il est une des subtilités, ça on n'en doutait pas, mais ces subtilités qui passent par par la prise en compte de une médiation, d'un mélange, c'est peut-être plus original, plus inattendu. On va retourner dans la République de Platon, toujours dans le livre 3, parce que on nous est donné un procédé à suivre par les gouvernants, alors peut-être par les gardiens ou par les philosophes, on ne sait pas trop qui c'est à ce moment-là. Enfin, il y a les gardiens qui gardent la cité, évidemment, autant qu'ils la protègent autant des ennemis extérieurs que des ennemis intérieurs, nous est-il dit. Eh bien, il y aurait un moyen de persuader les gens qui sont gouvernés et donc qui sont aussi protégés, d'obtenir leur adhésion. Et ce moyen, c'est assez étrange, c'est un mensonge. Mais un mensonge très noble, nous dit Platon. Alors écoutons ce mensonge. Quels moyens seraient à notre disposition pour persuader de la noblesse d'un certain mensonge, d'abord les gouvernants eux-mêmes, et, si ce n'est pas possible, le reste de la cité? Quel mensonge, demande-t-il. J'entreprendrai en premier lieu de persuader les gouvernants eux-mêmes et les hommes de guerre, ensuite le reste de la cité, que tout ce dont nous les avons nourris et formés, tout cela était pour ainsi dire comme des rêveries dont ils font l'expérience lorsqu'elles se présentent à eux. En réalité, ils étaient alors modelés dans le sein de la terre et élevés, eux, leurs armes et tout leur équipement en cours de fabrication. Quand ils furent entièrement confectionnés, la terre, qui est leur mère, les a mis au monde. Et maintenant, ils doivent considérer cette contrée où ils se trouvent comme leur mère et leur nourrice, et la défendre si on l'attaque, et réfléchir au fait que les autres citoyens sont comme leurs frères, sortis eux aussi du sein de la terre. Henri, il faut que ce soit autre chose qu'un discours politique. Je dois mettre mes tripes sur la table, je dois montrer que la France, je la veux. La France, elle se donne à celui qui a le plus envie d'elle. La France n'appartient à personne parce qu'elle s'appartient à elle-même. Et la France est une idée. La France est une idée. Un avenir. Oui, c'est ça, c'est bien. La France est une idée, un avenir. Et moi, je dois incarner cet avenir et cette idée. Voilà, il faut mettre le paquet là-dessus, Henri. Hein. Avec du souffle, hein. Il faut de la passion, là. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Henri, de la France? Dis-le, toi. Ma France... Ma France, oui. Mais c'est la France de tous les Français, sans exception. C'est la France de Saint-Louis, celle de Carnot, celle des Croisades, celle de Valmy, cette France... Ça, de ceux qui c'est pas bien, qui l'ont c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça, c'est très très bien. Ma France, c'est celle de tous ceux qui ne croient plus à la politique parce qu'elle leur a si souvent menti. Je veux leur dire... Voilà comment on passe d'un mythe à l'autre, Dimitri Elmure. D'abord le mythe ou le mensonge, puisque Platon le nomme ainsi, de l'autochtone, c'est-à-dire l'autochtonie même, dire que nous sommes tous nés d'une même terre, qu'on a été fabriqués avec la même terre, même au sens matériel du terme. Et puis, on a entendu un extrait de La Conquête, le film réalisé par Xavier Duringer, c'était en 2011, qui retrace l'ascension de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Henri qui lui écrit le discours, c'est évidemment Henri Guénaud. Et on a exactement le même procédé de construction d'un mythe, cette fois-ci peut-être le mythe de l'identité nationale. Est-ce que ce que dit Platon sur l'autochtonie est vraiment différent? Est-ce que c'est le même procédé? Alors c'est pas exactement le même procédé au sens où déjà qui produit le noble mensonge dans la République? C'est intéressant de le rappeler. Et c'est là où il y a déjà une différence évidemment. Ce sont les fondateurs de cités, c'est-à-dire Socrate et ses interlocuteurs, ceux qui sont en train de construire cette cité en parole qu'on appelle la belle cité, la Callipolis, qui est la cité idéale de la République. Donc ils sont en train de construire effectivement ce mythe, si vous voulez, cette idéologie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que si on veut produire une cité qui soit strictement hiérarchisée, puisque c'est ça la thèse de la République, puis il y a des natures différentes. Certains sont faits pour être gardiens, d'autres sont faits pour être artisans, et d'autres éventuellement pour être philosophes.
on peut pas non plus se contenter de dire, voilà, il y a des natures d'or, des natures d'argent, des natures de bronze, etc. Puisque c'est pas ça même le plus important. Il faut dire à la fois qu'il y a une différence de nature et de valeur entre les âmes des gens, ce qui nous paraît effectivement un peu choquant, mais c'est ce que soutient Platon, et que chaque individu est frère des autres. Voilà. Parce qu'ils sont issus de la même terre-mère. Donc il faut tenir les deux idées à la fois. Une différence axiologique et une fraternité, appelons-la comme ça, universelle. Ces fondateurs de cités disent, voilà, évidemment les premiers, ils vont avoir du mal à croire à ce mensonge, ils vont avoir du mal à croire qu'ils sont sortis de la Terre. Mais génération après génération, les choses seront différentes. Et on finira par croire à ça comme on croit aux mythes nationaux qu'on peut encore avoir. Voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un noble mensonge, mais il est noble. Il est noble, c'est-à-dire voilà. que sa justification, c'est pas tant de mentir aux gens pour les instrumentaliser, c'est de créer de l'idéologie, c'est de créer du mythe. Parce que toute société en a besoin. Oui. Voilà. Et ça me semble je justifie pas le noble mensonge, peu importe. Mais la question, c'est de comprendre pourquoi Platon en a besoin. Il en a besoin au cours des générations pour faire accepter effectivement un certain ordre hiérarchique et en même temps une communauté réelle entre les individus. Mais la question se pose parce que si la thèse de Platon c'est de dire que la politique a besoin de passer par des mensonges ou l'homme politique a besoin de passer par des mensonges pour mieux gouverner, ça veut dire que en toute cohérence le philosophe qui redescend dans la caverne pour libérer chacun des illusions doit quand même perpétuer un mensonge, donc il amène pas du tout le peuple du côté de la vérité. Non, en fait il doit persuader. Parce que ce que dit la République d'une certaine manière, le politique le dira autrement, les lois aussi. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement que le politique utilise la rhétorique. Parce que la rhétorique, c'est s'adresser au plus grand nombre, c'est persuader. Mais y compris le philosophe qui, après 50 ans de formation, a appris à parler vrai, s'est détourné des sophistes, il doit retourner vers la rhétorique. La République ne dit rien de ça. Mais la fin du politique, on dit beaucoup là-dessus. Puisqu'elle dit que l'homme politique aura, de manière extrêmement proche de lui, 3 types d'experts. L'orateur, le juge et le stratège. Et quatrièmement, l'éducateur, évidemment. Il supervisera l'éducation, mais il supervisera aussi les 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'homme politique ne sera pas un orateur. Évidemment. Sinon, Platon ne serait pas Platon. Mais ça veut dire que c'est l'homme politique qui décidera quand l'orateur doit parler. Et qui lui délivrera son message. Hein. L'orateur fera ce qu'il sait faire, de la rhétorique, pour persuader. Mais il ne sera pas maître ni du temps, ni des fins de son propre art. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'on voit que Platon mais très réaliste sur les moyens que demande la politique. Simplement, il faut savoir bien s'entourer. Exactement, savoir bien s'entourer et utiliser les moyens, c'est-à-dire la persuasion, la guerre, la justice, mais en débarrassant ces arts de leur autonomie. L'autonomie, elle est dans la politique. Voilà. Et c'est la philosophie. Mais ces arts-là exerceront leur efficace propre, évidemment. Ça, c'est la dimension peut-être la plus réaliste, voire pragmatique de Platon. Il y en a une autre, et on est obligé de l'aborder ensemble, Dimitri Lemur, pour quand même être fidèle à la démarche même qui est Platon, même si c'est compliqué entre la République, le politique, les lois, oui. Aussi un autre texte où il est question de cette possibilité de gouverner, de l'application de la politique dans la cité. C'est justement cette question de savoir à quoi doit ressembler, disons, la cité que le philosophe va gouverner. C'est une cité, là pour le coup, complètement idéale, qui nous est décrite dans ce dialogue des lois. Je vous propose d'en écouter un extrait interprété par Jean-Louis Jacopin. Dans cette situation, qu'elle existe maintenant quelque part ou qu'elle doive exister un jour, les femmes sont communes, les enfants sont communs, les richesses sont communes. Par tous les moyens, tout ce que l'on prétend avoir en propre a été partout retranché de la vie de tous les jours. On est parvenu, dans la mesure du possible, à faire ainsi que les yeux, les oreilles et les mains paraissent voir, entendre et agir en commun. À faire que tous, à l'unisson, émettent éloge aussi bien que blâme, se réjouissent et s'affligent des mêmes choses. Et jamais personne qui donnerait aux lois qui assurent à la cité la plus grande unité possible n'assignera à la supériorité de la vertu une autre limite qui soit plus juste ou meilleure. Voilà donc quelle est cette sorte de cité. Que des dieux ou des enfants des dieux l'habitent à plusieurs, toujours est-il qu'ils passent leur vie dans la joie de s'y être établis. Dès lors, il ne faut pas regarder ailleurs pour trouver un modèle de constitution, mais il faut nous attacher à celle-là et chercher dans la mesure de nos possibilités celle qui lui ressemble le plus.
Et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, avons-nous envie de dire, Dimitri Elmura. Donc là, c'est l'étranger qui parle toujours dans les lois, Oui. Mais qui, voilà, se demande à quelles conditions est-ce que la cité fonctionnerait? Eh bien, elle fonctionnerait si tout était en commun. Vraiment, tout est commun entre amis, nous dit le texte, et c'est ainsi qu'ils passent leur vie dans la joie de s'y être établis dans cette cité. Bon, rien à dire à cela, sinon que pour le coup, cette espèce de communauté idéale semble incompatible avec ce que vous disiez tout à l'heure, d'une société qui est finalement s'organise à travers des castes, assez hiérarchisées, et qu'on compare plutôt davantage à la dictature dans la République qu'à une espèce de mise en commun plutôt proche du communisme, là. Mais ce texte est vraiment extraordinaire. Hein. C'est donc ce texte de loi 5. C'est un texte extrêmement complexe. Ce qu'il faut comprendre, à mon avis, de ce texte, fondamentalement, la lecture est pas les plus loin, mais ça continue après. C'est que c'est une classification. Voilà, je trouve le mot des régimes idéaux. Et donc le premier, c'est celui qu'on vient d'entendre. Hein. Mais il y en a un autre après. Hein. Et il y en a même un troisième. Vraisemblablement, le deuxième, c'est celui qui nous est décrit dans les lois. Puis le troisième, l'étranger d'Athènes nous dit, bon, on en parlera une autre fois. Mais bon, on ne sait pas ce que c'est. Et Platon n'en a visiblement jamais parlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraisemblablement, ce qui est décrit dans le texte qu'on vient d'entendre, ce n'est pas la République. On pourrait se dire, mais il est en train d'écrire la République, c'est-à-dire la communauté des gardiens, le fait qu'effectivement les gardiens au livre 5 ont tout en commun, ont les femmes et les enfants en commun, thèse qui a évidemment suscité beaucoup d'émoi dans l'histoire de la philosophie, etc. etc. Mais ce que dit le texte des lois qu'on vient d'entendre, c'est que cette communauté doit être universelle. C'est-à-dire que tout sera en commun à l'échelle de toute la cité. Or, dans la République, c'est pas le cas. Dans la République, seuls les gardiens ont une communauté. Donc un petit nombre d'individus. Le reste, la majorité de la cité, les artisans, les producteurs, les agriculteurs, les marchands, tout ce que vous voulez, eux, ils ont la propriété privée, ils vivent, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Platon nous donne un modèle. Le modèle, pour lui, c'est la communauté intégrale. Le communisme intégral, si on veut prendre une étiquette commode. C'est-à-dire ce moment où l'individu n'est plus privé et devient tellement public, commun, que ses intérêts propres disparaissent dans l'intérêt du plus grand nombre, enfin l'intérêt de tous. Hein. Mais ça, Platon est parfaitement conscient que c'est effectivement un idéal et un principe, et que donc tout l'intérêt de la politique, c'est d'approximer ce genre de cité-là. La République, à mon avis, est une approximation possible de ce principe. Les lois en sont une autre. Donc là, je défends, vous l'avez compris, une vision complémentariste des cités de la République et des lois, contrairement à toute une tradition qui voit une évolution entre les deux. Moi, je pense qu'en fait, Platon a un modèle, c'est-à-dire ce modèle de communisme intégral, et qu'il le travaille différemment selon les dialogues. Et donc, on n'est pas si loin du politique, pour répondre à votre question. C'est-à-dire que dans le politique, là encore, il s'agit effectivement d'accorder, de régler les conflits d'une certaine manière, avec un certain modèle, sans doute d'une partie de la population. Je ne sais pas si les auditeurs se rappellent du texte qui a été lu de la fin du politique, mais il est dit à un moment dans cette donc l'exemple du tissage royal qu'on a entendu tout à l'heure. Il est dit, la politique ourdira une étoffe avec les modérés et les courageux et en recouvrira le reste de la cité, esclaves et hommes libres. C'est quoi ce reste de la cité? Donc là encore, on a l'impression que Platon, comme toujours, cherche à faire l'unité du tout avec l'unité d'une partie, et donc s'adresse à un ensemble de la population, tout en pensant que si on produit l'unité avec une partie de la population, on pourra unifier l'ensemble. Ce qui est effectivement une thèse à la fois forte et problématique. Mais sur quoi se base-t-il pour affirmer la supériorité sur le caractère idéal, mais qui fonctionnerait bien de cette mise en commun générale? Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait mieux? Alors, il explique dans la République, c'est que selon lui, une des raisons qui amène à la guerre civile, qui est le mal absolu pour lui, c'est-à-dire la désunion, la destruction, la guerre des citoyens les uns contre les autres, c'est ce qu'il appelle l'idiotie, c'est-à-dire, si vous voulez... Ce qu'il appelle la bêtise? Voilà, non, c'est l'appropriation, ce qu'on pourrait traduire par une forme d'égoïsme, ça serait une mauvaise traduction, l'appropriation personnelle, l'individualisation des sentiments. Je vous donne un exemple pour rendre ça concret. Si dans une cité, et on a connu ça il n'y a pas si longtemps, un drame divise les gens au point que certains se réjouissent et d'autres s'affligent, alors ceux qui se réjouissent du malheur des autres et réciproquement. C'est ce qui se passe à chaque élection. Oui, mais dans une démocratie, c'est calme. Mais c'est ce qui peut se passer, par exemple, après des événements traumatiques, comme ceux qu'on a pu connaître en France. Donc, et ça, vous voyez que là, la société se distend. C'est-à-dire que si on se réjouit et on s'afflige pour la même chose,
Alors dans ce cas-là, le tissu social se distend. Et c'est ça que Platon veut éviter. Alors on peut questionner ça. Mais ça, l'abolition de la propriété privée n'y changera rien. Pas parce qu'on vit en commun, qu'il n'y a plus de famille, qu'on partage tout, qu'on ressent la même chose au même moment. Vous avez raison, mais l'abolition de la propriété privée n'est qu'un des éléments de ce projet, si je veux dire. C'est pas la propriété privée qui est un problème. La propriété privée, c'est juste de répartir les biens. On abandonne même la famille. La différence, toute forme de différence, non? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Je pense que le vrai problème de Platon, c'est de créer ce qu'il appellerait, je pense, une homopathie. C'est-à-dire un sentir en commun. Voilà. Alors après, bien sûr, non, mais je veux dire que ça fait un peu peur. On peut le comprendre, mais ce qui est toujours intéressant et subtil avec Platon, c'est que ça fait un peu peur, il le sait, et il déclare ça de toute façon irréalisable. Donc c'est intéressant. C'est dans l'approximation, c'est dans le rapport à ce modèle que les choses se pensent. Voilà. Oui, c'est ça, c'est garder ce modèle en tête, essayer d'y tendre et voir comment on fait pour y parvenir. Je pense que c'est ça son idée. Et le moyen d'y parvenir, on finira là-dessus, c'est toujours, on n'en a pas énormément parlé, mais c'est quand même par une éducation de chacun. Ah oui, évidemment. L'éducation des citoyens, l'éducation particulière du philosophe et du politique. À ce double niveau. Oui. All politicians, lend me your ears. All party leaders, I'm talking to you. Party supporters, listen to me. Try to play a politics without bitterness. Oh, President, I'm pleading with you. Vice President, lend me your ears. All governors, I am talking to you. Try to play a politics without bitterness. Deputy governors. Et Politicians, Lend Me Your Ears, c'est une trouvaille de Nicolas Berger, William Onyeabor. Vous êtes en train d'écouter sur France Culture. Un grand merci à vous, Dimitri Elmur. Merci à vous. D'être venu nous parler de cette question compliquée chez Platon, de savoir comment savoir et gouverner sont compatibles. C'est le titre de votre livre et c'est sur la science politique platonicienne qu'on trouve aux éditions Vrin. Listen to me. Advisors, take this from me. Try to play a politics without bitterness. You are brothers and sisters. One country, one destiny. Why quarrel? Why hate yourselves? Try to play a politics without bitterness. Ça donne envie de prendre la parole en dansant sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est 10h48, c'est l'heure de continuer la danse avec vous. Géraldine Mossin-Savoie, bonjour. Bonjour Adèle et bonjour à tous. Pour vos 2 minutes papillon quotidiennes, vous nous parlez d'un livre qui vient de paraître. Et aujourd'hui, alors quel est le livre qui a retenu votre attention? Eh bien aujourd'hui, c'est un ouvrage qui est en fait un recueil de textes écrits entre 1976 et 2001 par Francisco Varela. Alors justement, cet ouvrage est l'occasion de découvrir qui est Francisco Varela, que je ne connaissais pas du tout pour ma part. Francisco Varela, c'est un penseur chilien disparu en 2001. On peut dire que sa recherche a été totale. Le but avoué était d'ailleurs de comprendre le secret de la vie, rien que ça, de découvrir toute la vérité, d'élaborer une connaissance intégrale. Et au fur et à mesure de ces textes qu'on découvre, on va ainsi de la biologie théorique, champ dans lequel Varela a construit le concept, alors attention, le concept d'autopoïèse. C'est-à-dire le fait que tout être vivant est autonome, subsiste par lui-même et donne sens à son environnement, jusqu'à ce qui est appelé aussi sa posture éthique. Mais on passe aussi par la philosophie de la conscience de Varela, et même par une théorie de la connaissance, où ici, là, Varela a proposé un remède méthodologique nommé neurophénoménologie, et qui consiste ici à aborder en pleine conscience, c'est-à-dire au-delà de son seul point de vue, toute recherche scientifique. Vous le voyez, l'entreprise de Varela était donc totale par ses disciplines, son but et son enjeu, mais on peut dire que tout a pris forme avec un seul événement. L'armée a basculé après 3 mois de crise, au cours desquels le gouvernement d'unité populaire, incapable d'imposer une politique unitaire, avait assisté à la dégradation des rapports entre les 2 blocs de la société chilienne, celui des nantis et celui des pauvres, des exploités. Le 11 septembre au matin, le Chili a de nouveaux maîtres. Des maîtres qui ont décidé de renverser par la force un gouvernement légal. C'est le coup d'État.
En 1973, voilà, c'est le coup d'État, c'est le moment du coup d'État. Francisco Varela était au Chili et il en raconte son expérience dans un très beau texte à la fin de l'ouvrage. C'était un effondrement personnel qu'il a vécu, il a dû s'exiler du Chili et cela lui a fait comprendre, je cite, le lien qui existe entre une vision du monde, l'action politique et la transformation personnelle. Et c'est là l'enjeu de ces textes, comment élargir par soi-même et grâce à sa seule conscience, sa propre perspective d'une multiplicité de points de vue, comment faire tomber les barrières entre soi et le monde. Varela fut ensuite proche du Dalai Lama et du bouddhisme et c'est vrai qu'on retrouve dans ses écrits une ambition à la fois absolue et très simple. Quelle découverte, Géraldine. Francisco Varela. Oui, tout à fait, c'est ça. Le cercle créateur, c'est ses écrits entre 76 et 2001 et c'est paru au Seuil. Eh bien, merci de nous faire découvrir des penseurs que l'on ne connaissait pas forcément. Donc, au Seuil, c'est noté. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie, ainsi que cette émission, consacrée aux philosophes froids de Platon. Enfin, dans quelle mesure savoir gouverner sont-ils compatibles? Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes celles de cette semaine en ligne ou bien les télécharger, les podcaster, enfin les écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, un grand merci à l'équipe des chemins de la philosophie, Nicolas Bouteloup qui a préparé cette émission, Livia Garrigue, Marianne Chasseur, Antoine Ravon, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Bruno Gagnère-Fontani qui était à la prise de son. Nous sommes partenaires de Philosophie Magazine qui propose ce mois-ci un dossier qui porte ce titre. Quelle part d'enfance gardons-nous? Vaste question. On y trouve également un cahier central sur Schopenhauer et le génie de l'enfance. Platon par Badiou, justement, l'humanité est-elle capable de justice? On en parlait aujourd'hui. Et puis Emmanuel Macron, vu par Paul Ricoeur, Carl Schmitt, Karl Marx, John Rawls et d'autres encore. C'est donc le numéro du mois de juin de Philosophie Magazine.